Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Al24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. La mi-septembre de chaque année, le gratin de la politique mondiale se donne rendez-vous au siège new-yorkais des Nations Unies pour prendre part à l'Assemblée générale de l'organisation. Placée cette année sous un thème ambitieux, rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale. Avec à l'ordre du jour le développement durable, les questions climatiques, la préparation aux épidémies et la gestion des zones de conflit. Jamais auparavant une AG de l'ONU n'aura été aussi surprenante. C'est sans doute en raison du contexte géopolitique mondial qui se voit bouleversé depuis le conflit en Ukraine. En effet, depuis le début de ce conflit, le monde s'est divisé en deux. D'un côté, les pays occidentaux qui voient leur hégémonie mondiale menacée et tentent par tous les moyens de la maintenir, et de l'autre, le Sud qui refuse cet état de fait, refusant l'hégémonie des grandes puissances et plaide pour un monde multipolaire plus équitable et plus juste. Un débat qui s'est justement invité à cette 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les dirigeants du Sud sont tous unanimes. De nouvelles relations internationales sont nécessaires. Pis encore, le rôle même de l'ONU a été à l'ordre du jour des discours des dirigeants africains et sud-américains notamment. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agira pour nous ce soir, avec mes invités, de se pencher sur cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et tout au long de ce numéro, nous allons décortiquer ses enjeux et ses perspectives, vues d'Afrique en particulier et du Sud en général. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales à Genève. Bonsoir, Monsieur Sidawi. Bonsoir. Mais également de Michel Fayad, analyste géopolitique et financier. Bonsoir, Monsieur Michel Fayad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Et de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir, Gamel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et avant d'entamer cette émission, il me semble qu'un point pédagogique s'impose à nous et à nos invités. Je commence avec vous, Gamel Abina. Gamel Abina, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi exactement l'Assemblée générale des Nations Unies dont on n'arrête pas de parler depuis plus d'une semaine quand même? Alors, l'Assemblée générale des Nations Unies, ça regroupe toutes les nations, 193, qui est essentiellement là pour proposer des propositions de loi, des propositions de paix, des négociations, qui font des débats sur des questions sécuritaires, sur les questions liées particulièrement au risque climatique. Aujourd'hui, ça vient sur le devant de la scène, sur les questions liées à l'égalité des droits d'hommes, femmes, sur des questions liées à pas mal de sources d'inquiétude dans le monde. Ça, l'Assemblée générale n'a pas de prérogative coercitive, mais elle est là effectivement pour négocier cela. Ensuite, elle fait aussi le vote de ce fameux Conseil de sécurité, donc les membres non permanents, parce que c'est détaché en deux parties. Il y a les membres permanents, c'est 5 membres fondateurs qui ont été à l'origine de la création effectivement de l'ONU le 21 juin 1945, juste après la guerre. Il faut se rappeler que l'ONU a été fondée pour empêcher précisément à nouveau qu'il y ait un conflit planétaire comme ce qu'on a connu, ou d'autres conflits d'ailleurs, même régionaux. Et donc, cette Assemblée générale permet de pouvoir voter non pas pour les membres permanents qui ont ce fameux droit de veto, mais pour les autres membres de ces fameux présidents, enfin de ces fameux membres tournants, 10 au total, pour faire les 15 membres du Conseil de sécurité. Et ces 10 membres sont élus pour 2 années. Voilà, donc c'est à peu près le rôle essentiel de l'Assemblée générale. C'est plus un rôle de représentation. Le vote se fait aux 2/3, plutôt qu'un rôle très important en termes de moyens de coercition, puisque c'est surtout le Conseil de sécurité qui, comme son nom l'indique, garantit la sécurité et la paix dans le monde. Du moins, c'est l'objectif qui était fixé au démarrage de cette création de l'ONU il y a 78 ans. Riyad Sidawi, le thème de cette année a été rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, je le disais dans mon introduction. Est-ce que cette thématique reflète un peu l'état de l'échiquier mondial en ce moment? Je pense oui, puisque aujourd'hui on peut parler d'un monde multipolaire, on peut parler des équilibres. Le monde n'est plus comme avant, après la chute de l'Union soviétique, quand les Américains ont eu le monopole de l'ONU. Aussi, l'Assemblée générale, c'est comme un parlement. Ce qui est bien avec l'Assemblée générale, c'est que tous les États sont égaux, en fait. Ils ont une voix, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la Chine, de grandes puissances économiques mondiales, ou des pays pauvres, à titre d'exemple, le Somalie, Tchad, etc., pays africains pauvres. Ils ont une seule voix, ils sont égaux.
Alors, le Conseil de sécurité, non. Le Conseil de sécurité, c'est une autre chose, puisqu'il y a ce que nous appelons le droit de veto. Les 5 États, les 5 membres permanents au sein du Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, ont ce que nous appelons le droit de veto. C'est un droit injuste parce que l'ONU ou le Conseil de sécurité, c'est le résultat, sont les résultats de la Deuxième Guerre mondiale. Les vainqueurs ont imposé leurs lois. Aujourd'hui, on a l'Allemagne ou le Japon, qui sont des puissances économiques plus fortes, plus puissantes que la France, à titre d'exemple, la Grande-Bretagne, mais n'ont pas le droit de veto. Le droit de veto, ça veut dire il y a une résolution, même les 10 membres au sein du Conseil de sécurité acceptent la résolution, un seul État utilise le droit de veto et la résolution ne passe pas. Malheureusement, le Conseil de sécurité a visé toujours les pays du tiers-monde, surtout des États du monde arabe. Rappelons-le, l'Irak, la Syrie. La Syrie a été bloquée par les vétos russes et chinois. La Libye aussi, la résolution 1973, qui était une escroquerie totale contre l'humanité, puisqu'on parle d'une zone d'exclusion aérienne. Or, c'est transformé, cette résolution de 1973, à l'écrasement, à la destruction de l'État libyen. C'était aussi le discours des années 60, les États non alignés, à leur tête l'Algérie, et essayent de trouver une place dans ce monde divisé entre deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique à l'époque. Aujourd'hui, on parle de réparer l'ONU, réparer ce que les résultats de la Deuxième Guerre mondiale ont causé pour l'humanité jusqu'à nos jours. Michel Fayad, finalement, et à la lumière de ce que vient de nous dire Riyad Sidaoui, finalement, on veut dire quoi par raviver la solidarité mondiale? Est-ce que l'ONU a conscience aujourd'hui que le monde a besoin de solidarité? Oui, vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de changer. Comme vient de dire votre invité, il y a des pays qui sont exclus du Conseil de sécurité, comme l'Allemagne et le Japon, mais ça, c'est un peu au niveau économique. Mais il faut quand même également parler de l'Inde et de l'Afrique. C'est quand même 2-3 milliards d'habitants qui sont exclus du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on voit qu'au niveau des BRICS et au niveau du G20, eh bien, les Africains, les Indiens et d'autres pays commencent à demander d'avoir une place et de peser. Et en fait, aujourd'hui, l'ONU, que dans le temps le général de Gaulle surnommait ce machin, et fait face à une crise un peu existentielle parce que il y a beaucoup de pays justement qui disent que voilà, c'est une vieille organisation qui date de la Deuxième Guerre mondiale et les choses ont changé. Il y a eu la guerre froide est terminée, les États-Unis ont eu leur période de superpuissance, mais aujourd'hui la superpuissance américaine est contestée par l'expansion économique, en tout cas, de la Chine, de l'Inde et d'autres pays. Et donc, il faut réorganiser l'ONU. Et cette solidarité dont vous parlez, elle est fortement secouée par plusieurs facteurs. D'abord par la guerre en Ukraine qui est en train de raviver la guerre froide entre l'Occident et la Russie, mais on voit une Russie qui est ainsi soutenue par la Chine et une bonne partie des pays du Sud, donc l'Afrique mais également en Amérique latine. Et en plus de ça, on voit ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain avec différents coups d'État, différentes révolutions et aussi des guerres. Donc, on est en plein éboullissement, en fait. Tout est en train de bouger aujourd'hui et l'ONU a l'air un peu une vieille organisation dépassée. Très bien. Gamel Labina, sur 4 sur 5 des présidents des pays membres permanents du Conseil de sécurité ont été absents de cette rencontre. Quelle lecture faites-vous de cette absence ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que, on va commencer par la Russie, puisque la Russie est au centre de l'actualité. Poutine ne pouvait pas s'y rendre, sinon il aurait été interpellé, alors que de toute façon, sur un plan diplomatique, ça aurait été compliqué, mais quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas s'y rendre. Ensuite, M. Macron reçoit le roi d'Angleterre, donc c'est l'agenda qui lui a imposé, il savait qu'il en recevait à ce moment-là, de ne pas y aller, ce qui est plutôt pas le style de Macron, parce qu'en règle générale, il aime beaucoup les tribunes internationales.
Ensuite, on se rend compte aussi que Rishi Sunak, donc le responsable, le Premier ministre anglais, ne voulait pas y aller pour des raisons qui lui appartenaient, pas très claires en demeurant. Mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est que la Chine n'est pas présente. Alors, ils sont représentants, et le seul qui soit vraiment présent, puisqu'il est chez lui en l'occurrence, puisque le Conseil de sécurité, il faut se rappeler, et l'ONU se trouve à New York, à New York. aux États-Unis, c'est le président Biden. Donc lui il est là pour effectivement faire son discours habituel, assez atlantiste, on dirait, et assez finalement très guerre froide. Mais il faut se rappeler plusieurs choses importantes justement par rapport à ces questions. Le Conseil de sécurité, elle a quand même en sa faveur 3 pays qui représentaient en gros l'ensemble du monde colonisé, puisque je parle des Français et des Anglais à l'époque en 1945, et les États-Unis, la grande puissance vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Puis 2 autres pays qui leur sont opposés, qui ne sont pas des démocraties au départ, la Russie évidemment, l'ex-URSS, et la Chine, toujours pas démocratique au demeurant aujourd'hui. Donc on a un déséquilibre en termes de répartition des pouvoirs, c'est vrai, même si le droit de veto leur donne un pouvoir absolu pour ces 5 pays. Et en même temps, on a créé en 66 cette fameuse Assemblée générale pour donner une représentation, puisque les décolonisations étaient passées par là, de pays qui n'étaient plus représentés par l'Angleterre et par la France, bien évidemment, qui étaient indépendants. Donc c'est une façon d'habiller un peu cette ONU qui était destinée au départ, faut le rappeler, uniquement à empêcher les guerres. Le Conseil de sécurité, comme j'ai dit, c'est pour la sécurité du monde. Et ces prérogatives se sont étendues par la suite à la décolonisation, bien évidemment, et pas seulement, au fait qu'il y ait des risques de famine dans le monde, par exemple la question climatique, la question effectivement des droits humains et des droits des femmes, puisqu'on n'en parlait pas beaucoup, la question de l'éducation, puisque différents organes, ces fameux organes qui constituent l'ONU ont été créés a posteriori pour garantir la sécurité, la question du financement, le Fonds monétaire international et tous les fonds destinés au financement des pays en voie de développement, tout un tas de prérogatives qui se sont additionnées par la suite au rôle de l'ONU au départ qui n'était que finalement un organe de sécurité. Donc pourquoi est-ce que aujourd'hui les pays qui sont en conflit direct, faut pas tourner autour du pot, les États-Unis sont opposés directement à la Russie en passant par l'entremise évidemment de l'Ukraine. Eh bien ces pays ne se parlent plus, il y a une rupture, et le paradoxe c'est que ces pays qui sont en guerre sont les pays qui étaient chargés de la sécurité du monde. Donc la question aujourd'hui, est-ce que l'ONU a un sens ? Justement, est-ce que vous pensez que cette absence et finalement l'impact géopolitique sur le fonctionnement même de l'ONU va être un handicap pour le fonctionnement de l'ONU dans les prochaines années ou même peut-être dans les prochains mois ? Théoriquement, l'ONU d'abord ne devrait pas être ce qu'il est aujourd'hui puisque c'est un véritable organe dictatorial. Vous avez 5 pays qui interdisent au reste du monde de garantir, quand il y a un vote à l'unanimité, à l'Assemblée générale, mais surtout au Conseil de sécurité, quand il y a un vote par rapport à une question palestinienne, pour prendre l'exemple le plus évident, eh bien, il y a un pays qui peut s'autoriser à dire non. La question, par exemple, ukrainienne récemment, un autre pays a dit non, il est membre du Conseil de sécurité, c'est la Russie. On ne peut pas lui retirer cette prérogative. Les États-Unis, en 2003, font la guerre en Irak, alors qu'ils sont en contravention avec le principe du Conseil de sécurité qui dit on ne doit pas promouvoir la guerre et surtout pas ceux qui ont fondé cette instance. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est à quoi faire l'ONU si les pays qui sont chargés de garantir la paix sont en guerre eux-mêmes. Ça ne peut plus fonctionner. Il y a une opération qui ne fonctionne pas et comme les 193 pays en face qui ont, c'est vrai, un vote par pays, donc en termes de représentation ils existent, mais en termes de poids politique ils sont inexistants puisqu'ici il y a un blocage à la tête de cette instance, eh bien, à quoi sert l'ONU si finalement c'est un organisme qui veut faire la promotion de la paix et de la démocratie, mais qui en termes de représentation démocratique est inexistant. Michel Fayet, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement la géopolitique mondiale va influer d'une façon ou d'une autre sur le fonctionnement de l'ONU dans les prochaines années ou dans les prochains mois ? Oui, je pense que vous avez raison parce qu'il suffit d'entendre ce qu'a dit Joe Biden lors de son intervention devant l'Assemblée générale des Nations unies, parce qu'il a passé son temps lors de ce discours à parler de capitulation de la Russie. Et qui dit capitulation dit que, en fait, un engagement américain accru dans cette guerre en Ukraine et peut-être même un affrontement direct. Et qui dit affrontement direct entre 2 superpuissances nucléaires dit des conséquences désastreuses et graves pour le reste du monde. Donc on est vraiment devant une possible catastrophe, devant le discours guerrier qu'a prononcé Joe Biden. On n'en a pas assez parlé parce que, en tout cas ici en France, on a beaucoup insisté sur ce qu'ont dit par exemple la ministre des Affaires étrangères et également française, et également ce qu'ont dit différents présidents et premiers ministres africains, notamment le président de Guinée, Conakry, qui s'en est pris à la France, etc. Mais en réalité, le discours de Joe Biden a vraiment été d'un ton guerrier qui en fait, pose un grand problème à la fois pour l'ONU et pour le reste du monde. Je veux dire, parler de capitulation de la Russie, c'est
c'est vraiment une guerre mondiale qui s'annonce. Très bien. Je viens vers vous, Riyad Sidawi. Justement, le secrétaire général des Nations Unies, et comme vient de le rappeler Gamel Abina, le rôle de l'ONU s'est élargi pour parler, ce n'est plus prévenir les guerres, mais aussi parler des conflits dont on ne parle pas. Et justement, Antonio Guterres a dressé un tableau sombre de la situation mondiale dans son discours. Mais ce discours a été beaucoup critiqué par la presse occidentale, disant qu'il n'est pas dans son rôle, lui prêtant presque un rôle de dirigeant au final. Quel commentaire faites-vous de cela? Oui, je pense que le secrétaire général, en principe, il doit jouer l'équilibre entre les grandes puissances, c'est un médiateur entre les grandes puissances. D'ailleurs, on peut avoir un veto, l'usage d'un veto contre la candidature d'un secrétaire général, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, le monde est de retour à la guerre froide. Nous sommes en pleine guerre froide. Ça veut dire, nous sommes dans les années 60 et 70, ça veut dire le monde est divisé. Et là, c'est bénéfique pour le tiers-monde. Attention, hein, c'est vraiment bénéfique pour le tiers-monde parce que ça nous donne un champ de manœuvre plus large parce qu'on peut essayer au moins de construire la troisième force et on peut se protéger de ce bloc ou de l'autre bloc quand il s'agit d'une agression. Je veux dire, s'il y avait une guerre froide, peut-être les Américains n'osent pas envahir l'Irak, où l'OTAN n'ose pas détruire l'État libyen, mais aujourd'hui, on a vu que l'usage de veto, que ce soit par la Chine ou par la Russie, qui a bloqué une résolution qui vise à répéter le scénario de la Libye en Syrie, c'est bénéfique. Ça veut dire la guerre froide, c'est bénéfique pour nous, les pays de tiers-monde, la troisième force, parce que ça nous donne du manœuvre, ça nous donne plus de liberté, de choix, plus de manœuvre. Mais c'est la justice aussi totale, hein. Rappelons-le à titre d'exemple, la politique de 2 poids 2 mesures. Israël est épargné quand il s'agit d'un pays arabe comme l'Irak ou la Syrie ou la Libye. Rapidement, le Conseil de sécurité se réunit et évidemment, il y a des résolutions et avant même l'apparition de la résolution, les chasseurs français, britanniques, américains commencent à bombarder Tripoli. Donc, il y a une injustice totale. Or, à titre d'exemple, je donne, si on applique la même démarche sur l'article, la résolution 242, qui exige d'Israël de se retirer de tous les territoires arabes occupés en 1967, en juin 1967, y compris le Golan en Syrie, alors pourquoi on ne construit pas une force mondiale comme on a fait avec l'Irak ou avec la Libye et on envahit ou on bombarde Tel Aviv pour appliquer la loi parce qu'Israël n'applique pas la résolution de 242 du Conseil de sécurité. Donc, 2 poids, 2 mesures, mais comme je l'ai dit, la guerre froide, n'ayons pas peur de la guerre froide. La guerre froide, c'est bénéfique pour les États du tiers-monde, pour les petites puissances et les puissances moyennes. Gamel Abina, je voudrais aussi votre avis sur cette question. Pourquoi est-ce que le discours d'Antonio Guterres a été autant critiqué par les médias occidentaux, lui reprochant de ne pas avoir été assez dans le politique? Est-ce que les médias mainstream sont dérangés par finalement cet aveu d'échec, si je peux dire, d'Antonio Guterres? Je ne trouve pas que c'est un échec, au contraire, j'ai trouvé très courageuse Guterres. Ce n'est pas tellement le style de la maison d'habitude, il est plutôt modéré, je crois qu'il est portugais d'origine. Là, oui, il est portugais. Il est portugais d'origine. Absolument. Donc là, moi, je tire mon chapeau à ce monsieur parce que je prends un exemple de son discours qui a dérangé en France. Il a expliqué qu'il y a des pays où on imposait le port de vêtements. Exactement. Et d'autres pays où on imposait le fait de retirer les vêtements. Donc il fait directement référence à la France avec cette fameuse loi sur la baya. C'est une loi scélérate et inique. Donc là-dessus, il a été courageux. Je trouve qu'il commence à briller. Il rappelle par certains abords, j'ai envie de dire, pour son discours, hein, pour les actions, c'est autre chose, Xavier Pérez de Cuellar qui a obtenu en 88, contre toute attente, contre le monde entier, la paix entre l'Iran et l'Irak après 8 ans de massacre de guerre. Et c'est lui qui a obtenu cela. C'est le seul moment où le Conseil de sécurité, de façon pacifique, a obtenu quelque chose de positif pour l'humanité, à savoir la fin des hostilités de 2 pays qui étaient vraiment très antagonistes. Et là-dessus, je pense que le secrétariat a compris, général de l'ONU a compris que il y a un basculement des forces, que tout se fait de plus en plus à l'est et qu'il va falloir commencer à ménager effectivement la chèvre et les choux, sachant que le renard qui est toujours tapis dans l'ombre, je parle des États-Unis, cherchera toujours à prendre sa part du gâteau, mais aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Et ce qui a bien été dit par Michel Fayad, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est sur un discours très va-t-en-guerre de la part de Biden, qui a toujours été un va-t-en-guerre. Hein. C'est lui qui a voté en 2003
des fameux renforcements de l'armée américaine en Irak. Il ne faut jamais oublier qui est Biden. Eh bien, M. Biden, lorsqu'il fait un discours où il utilise le terme de capitulation, en allemand, on a utilisé capitulation, c'est les Allemands. On a vu où ça a mené avec les nazis. Ben, il espère faire la même chose avec les Russes, sauf qu'il ne peut pas y avoir de capitulation parce que les forces sont largement favorables aux Russes sur le terrain ukrainien et que le peu de forces envoyées par l'Occident à l'Ukraine en bout de course, qui a perdu 400 à 500 000 hommes, ne suffira pas à inverser le cours de l'histoire. La partie ukrainienne de l'Est est russe aujourd'hui, elle le restera. Monsieur Michel Fayad, on revient encore aux débats qui ont marqué cette Assemblée et un des objectifs de cette Assemblée était d'alléger les souffrances des peuples. Pensez-vous que les mécanismes nécessaires ont été mis lors de cette 78e session pour alléger les souffrances des peuples du monde ? Non, moi vraiment, je pense que, comme je vous ai dit, l'ONU est vraiment dépassée à tous les niveaux. Parce que même en fin de compte, ce discours d'Antonio Guterres, c'est un peu un cri, mais un peu dans le désert, parce que honnêtement, aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent. Je veux dire, il y a en ce moment le massacre des Arméniens par les Azéris. On n'en a pas tellement parlé au niveau des Nations Unies. C'est vrai qu'il a évoqué la question israélo-palestinienne, disons, mais il y a également d'autres conflits. Donc, il y a également la Turquie qui occupe un tiers de Chypre. Il y a énormément de choses et on sent vraiment que l'ONU est un peu à côté de la plaque. Ces dernières années, si vous avez vu, il y a des diplomaties parallèles. On a vu par exemple les Chinois faire les intermédiaires d'un rapprochement entre les Saoudiens et les Iraniens. On voit également se profiler, je vous l'avais vu il y a 2 jours, des négociations entre les Saoudiens et les Israéliens en vue d'une paix entre les deux. Donc en fait, il y a beaucoup de choses diplomatiquement parlant qui se font en parallèle et en dehors de l'ONU, alors que il y a quelques années encore, on voyait les secrétaires généraux des Nations Unies réellement jouer pleinement les intermédiaires dans tous les conflits. Aujourd'hui, vraiment, le secrétaire général des Nations Unies n'a pas son mot à dire dans le conflit en Ukraine, n'a pas son mot à dire dans ce qui se passe en Arménie, Azerbaïdjan, n'a pas son mot à dire même avec ce qui se passe en Afrique. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères française a dit que c'est aux Africains de régler les problèmes en Afrique. Donc en fait, l'ONU n'a quasiment plus de rôle. Et peut-être qu'il faut commencer à trouver un nouveau système, parce que vous savez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on avait créé la Société des Nations. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé donc l'ONU. Et peut-être qu'aujourd'hui est venu le moment de réfléchir à un nouveau mode de gouvernance diplomatique, plus proche en fait de la réalité du terrain, plus proche en fait des changements qui ont été opérés au fil des années, que ce soit des changements économiques, politiques, diplomatiques. Gamal a raison. Lorsque l'ONU a été créée, il y a énormément de pays qui n'existaient même pas. Ils faisaient partie des empires coloniaux. Donc vraiment, le monde a complètement changé. Il y a des nouveaux États, il y a des puissances économiques, des puissances démographiques. On doit s'adapter à la nouvelle donne. Et on voit aujourd'hui de plus en plus donc des pays et des organisations qui n'avaient aucun rôle jouer aujourd'hui les rôles principaux. Donc la CEDEAO et l'Union africaine, même s'ils ont énormément de problèmes, et ils essayent de jouer un certain rôle dans les conflits en Afrique. Et la Chine, comme je l'ai dit, essaye de jouer maintenant un rôle diplomatique accru, alors qu'autrefois elle se mêlait de rien, mais des conflits qui sont de premier plan entre les pays du Moyen-Orient. Riyad Sidawi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un avantage pour le Sud, ce sommet de façon globale. Une des préoccupations majeures justement des pays africains reste le climat, comme à l'instar du monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le climat est un enjeu en Afrique ? Et le climat est un enjeu mondial, je ne pense pas uniquement en Afrique. Mais l'Afrique, évidemment, c'est le continent qui souffre plus, parce qu'en 1945, c'est 50 États qui ont fondé l'ONU. Et il y a quelques pays arabes comme l'Irak. L'injustice totale au sein de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité et l'histoire des droits de veto. Les droits de veto,
Pourquoi on a donné à la France et la Grande-Bretagne et la Chine et la Russie et les États-Unis d'Amérique uniquement le droit de veto? Pourquoi pas l'Inde? L'Inde n'est pas encore indépendante. Et ce n'est pas même le critère de l'arme nucléaire, parce que les États-Unis d'Amérique, c'est vrai, en 1945, ils ont déjà la bombe atomique. Ils ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. L'Union soviétique, c'est en 1949. Plus tard, c'est la France, la Grande-Bretagne et enfin, c'est la Chine. Donc, il y a une injustice totale. Dans cette injustice totale, l'Afrique est totalement marginalisée, aussi pour une simple raison, parce que la majorité des pays africains ont été colonisés, que ce soit par la France ou la Grande-Bretagne ou le Portugal ou la Belgique ou la Hollande, Sud-Afrique, etc. Donc, la majorité était colonisée, on a marginalisé ce continent. Et on a favorisé évidemment les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand on parle du Conseil de sécurité, on parle totalement de l'injustice et des pays africains, des États africains qui ont été victimes de cette injustice. À leur tête, évidemment, la Libye de 2011. La Libye, ce qui s'est passé en 2011, c'est une agression de l'OTAN contre un pays africain et arabe qui est la Libye. La résolution de 1973 n'autorise pas l'OTAN à détruire un État. D'ailleurs, la charte de l'ONU, l'esprit de la charte de l'ONU, c'est 2 chapitres, si vous voulez, le chapitre 6 et le chapitre 7. Le chapitre 6, quand il y a une crise politique, à titre d'exemple, au Niger, aujourd'hui, il y a une crise politique au Niger. Il faut la résoudre dans le cadre du chapitre 6. Le chapitre 6 de la charte de l'ONU stipule la médiation, les bons offices et une solution pacifique afin d'éviter de faire couler le sang. C'est ça le chapitre 6 qui ne s'applique jamais sur le monde arabe ou dans l'Afrique. C'est justement que pour les Occidentaux. Le chapitre 7, oui, le chapitre 7, on peut utiliser la force armée dans un endroit dans le monde quand la paix mondiale est menacée. Donc, je dis que le chapitre 7 a été utilisé, mais maladroitement, contre la Libye. En 2003, contre l'Irak, il n'y a pas même une résolution du Conseil de sécurité. C'était la loi du plus fort. L'Afrique est marginalisée, l'Afrique est pauvre, l'Afrique souffre et les puissances occidentales ne voient dans l'Afrique que la matière première, le pétrole, l'uranium, l'or, ainsi de suite. Justement, les richesses dans l'Afrique ont été énumérées lors de ce sommet. Plusieurs dirigeants africains refusent que l'Afrique continue à être le grenier ou le fournisseur d'énergie, etc. pour l'Occident. Michel Fayad, aujourd'hui, l'Afrique refuse de payer, que ce soit pour la guerre ou pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet état de fait quand on dit l'Afrique refuse de payer pour le climat alors que c'est un continent qui n'est pas pollueur finalement? Oui, vous savez, il faut quand même voir ce que l'Afrique représente. Par exemple, pour des métaux et des minerais qui sont extrêmement importants pour l'énergie de transition et la transformation digitale, par exemple le lithium. Aujourd'hui, le lithium au niveau final, c'est-à-dire il est raffiné, il est traité en Chine. Disons que le prix est de $100, disons, à titre d'exemple. L'extraction en Afrique va en réalité coûter uniquement $4. Donc en fait, les $96 de marge vont être faits au niveau chinois quand ils vont le raffiner, le traiter et le vendre. Donc aujourd'hui, l'Afrique dit, écoutez, nous produisons la plupart des métaux critiques, des minerais critiques, de tout ce que vous avez besoin pour sauver le climat, faire de l'énergie solaire, faire de l'énergie éolienne, même faire du nucléaire parce qu'on a beaucoup d'uranium. Je rappelle que la Namibie est le 2e exportateur mondial, le Niger était le 5e, il a le potentiel après la guerre d'atteindre la 2e place également. Donc on parle d'une importance de l'Afrique au niveau de ce changement et donc il faut qu'il y ait un meilleur partenariat. Comme les Africains le disent, et ils ont raison, un partenariat gagnant-gagnant pour que l'Afrique également profite du fait qu'elle possède ses ressources naturelles afin de favoriser son développement économique, parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui 1,4 milliard de personnes ne puissent pas voir leur pays accéder au développement, c'est-à-dire en fait profiter d'infrastructures
améliorée, profiter d'une eau potable, profiter d'électricité, profiter d'Internet, de télécommunications. L'Afrique doit accéder au développement, elle le mérite, puisque en fait jusqu'à aujourd'hui, le reste du monde est dépendant d'elle. Donc il est important de rééquilibrer les choses afin que l'Afrique également rejoigne le développement. Il n'est pas possible de continuer ainsi. L'Afrique est le continent où la démographie va augmenter le plus ces prochaines années. Et donc la planète ne peut pas se permettre de créer davantage et davantage de pauvreté. Aujourd'hui, vous savez, il y a les problèmes migratoires qui se posent. Et je rappelle que les premiers problèmes migratoires pour l'Afrique sont interafricains. À peu près plus de 95%, je crois, des Africains qui migrent en Afrique. Et les 5% posent un gros problème d'abord en Europe. Donc il est important de favoriser le développement en Afrique, à la fois pour la question migratoire, mais aussi et surtout pour la question du développement même de l'Afrique, tant d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une population qui est majoritairement jeune, en dessous même de 18 ans, et qui n'est pas tellement instruite et éduquée. Bien sûr, ça varie d'un pays à l'autre, mais il est très important d'éduquer cette population afin de la préparer à de nouveaux emplois, afin d'aider au développement de leur continent. Je vais me permettre de vous reprendre et je donnerai la parole à mes invités. L'instruction, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent où l'instruction est aussi accessible. Et aux côtés des causes aussi de migration, il y a l'accaparement des terres et l'accaparement des eaux qui sont dus à l'activité des multinationales, notamment dans cette région, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Par exemple, pour tout l'aspect minier, aujourd'hui, si vous voulez faire de l'extraction de métaux et de minerais, il est obligatoire d'avoir une centrale électrique et de puiser de l'électricité. Donc il est important de dire à tous ces investisseurs qui viennent extraire des minerais et des métaux en Afrique que les centrales électriques que vous mettez en place, eh bien, vous devez en faire profiter à tous les villages d'à côté afin d'aider ces populations à se développer. Mais sur la question de l'éducation, bien sûr, la chose varie d'un pays à l'autre en Afrique. Mais par exemple, pour vous dire... Mais ce n'est pas le débat, mais est-ce que justement le souci aujourd'hui est dans ce mot « aide au développement ». Aujourd'hui, les Africains réclament ce qui leur revient de droit, avoir accès à leurs richesses et des contrats gagnant-gagnant. Est-ce que l'enjeu n'est pas là justement dans le fait quand on parle de renouveau de l'ordre mondial ? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Je suis d'accord qu'il faut établir un partenariat gagnant-gagnant entre les Africains et les investisseurs qui viennent investir parce que l'Afrique a besoin des investissements étrangers. Donc l'Afrique ne peut pas se mettre à dos les pays et les sociétés qui veulent y investir. Mais dans le même temps, ces pays et ces investisseurs ne peuvent pas forcément trouver les minerais et les métaux ailleurs qu'en Afrique, et s'ils les trouvent, ils les trouvent pas de manière en quantité suffisante. Donc l'Afrique a besoin de ces gens et de ces pays, mais ces gens et ces pays ont également besoin de l'Afrique. Donc il y a tout pour faire un partenariat gagnant-gagnant, parce que chacun a besoin de l'autre. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc il est important de travailler à un partenariat gagnant-gagnant qui puisse aider les Africains, parce qu'encore une fois, aider l'Afrique aujourd'hui, c'est aider le reste du monde demain. Je passe vers vous, Gamel Abina. Plusieurs abcès sécuritaires minent l'Afrique aujourd'hui, notamment au Sahel. Ils ont justement été à l'ordre du jour de ce 78e sommet. À votre avis, est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui des mécanismes, ou quels sont les mécanismes qu'on peut mettre aujourd'hui concrètement pour garantir la paix et la stabilité ? Je rappelle que beaucoup de puissances africaines misent sur le développement pour justement faire face aux abcès sécuritaires. Il y a deux aspects. Pour miser sur le développement, il faut d'abord la sécurité. C'est vraiment le cercle vicieux. Si on n'a pas de sécurité, on n'a pas de développement. Et si on n'a pas de développement, on ne garantit pas que la sécurité ne se développe pas. Donc c'est un vrai problème qui se pose. Alors là, l'ONU, par contre, ne sert que de zone tampon. Et on voit souvent des organisations FINU, MINURSO, ou je ne sais, il y a tout un tas de noms comme ça qui correspondent à l'ONU, pour empêcher l'extension d'un conflit, non pas pour ramener la paix. La problématique de la paix, elle se fait sur deux aspects. Vous avez raison de le rappeler. Premier aspect, c'est qui est effectivement
une relation avec les autres États qui sont là pour exploiter les richesses de l'Afrique, une relation rééquilibrée. Il n'y a pas cette dégradation en économie, dans ça. La dégradation est du terme de l'échange. Je vous vends un produit de base et vous me vendez un produit qui a une valeur ajoutée considérable, qui fait que moi, je vends un produit à 1 euro et je dois racheter un produit à 100 euros qui est mon produit d'origine. L'ironie du sort, c'est que sans mon produit d'origine, cette valeur ajoutée n'existe pas à l'étranger. Donc là, il faut avoir. Deuxième aspect, garantir la sécurité, c'est garantir que les gens aient quelque chose à perdre. Quand quelqu'un qui prend les armes n'a plus rien à perdre parce qu'il de toute façon il ne travaillait pas, il n'a pas pu se marier, qu'il n'a pas pu se vêtir, il n'a pas pu avoir de maison, évidemment, il va prendre la première cause qui lui dit aux oreilles, tu es maltraité, prends les armes. En revanche, et c'est ce qui a été proposé par l'Algérie, quand on fait des plans d'investissement, non pas d'aide, mais d'investissement, le rapport aide est un rapport malsain. Ça donne le sentiment que l'Africain est trop bête pour se développer et qu'il faut l'aider. Non, il ne faut pas l'aider. Il faut empêcher que les prédateurs l'empêchent de se développer et investir pour qu'il puisse, en co-développement, en partenariat, avec des transferts de technologies, de compétences, de formation, devenir autonome. C'est le principe chinois qui dit mieux vaut apprendre à un homme à pêcher plutôt que de lui donner du poisson, parce qu'au bout d'un moment, le poisson, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et bien là, c'est pareil. La problématique de l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'il y a des Afriques, pas une seule Afrique. Il y a l'Afrique du Nord et du Sud qui est plus ou moins bien classée en termes d'éducation de masse de la population, parce qu'il y a un peu plus d'argent et plus de sécurité, évidemment. Apprendre à l'Afrique de l'Ouest, qui malheureusement est mal lotie, ex-francophone, ex-colonie française, je veux dire, l'Afrique lusophone, donc portugaise, qui plus ou moins bon en balance en tire à bon compte parce qu'il y a du pétrole, je parle de l'Angola. Il y a l'Afrique évidemment anglophone qui semble, grâce au Commonwealth, ou en partie grâce au Commonwealth, mieux débrouillée, et des résultats un peu plus probants, mais quoi qu'il en soit, ces Afriques ne vivent pas au même rythme de développement et ne bénéficient pas des mêmes structures. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi? C'est d'abord éducation, d'abord sécurité, on ramène la sécurité, on donne les moyens aux armées africaines de se sécuriser, ne pas passer par les armées étrangères. Ensuite, garantir l'éducation pour garantir l'accès à l'emploi. Et pour garantir l'accès à l'emploi, il faut d'abord des investisseurs étrangers pour pouvoir faire ces fameux transferts de compétences et ces fameux investissements de masse. Le jour où on aura cette équation qui sera mise en place, à ce moment-là, les gens qui auront quelque chose à perdre chez eux n'iront pas perdre leur vie en Méditerranée. Très bien. Riyad Sidawi, il y a un autre aspect qui a été très intéressant, ou bien les remarques des observateurs estiment qu'aujourd'hui, si le Sud a pris autant d'espace ou autant de place lors des débats de cette 78e session, c'est en particulier à cause de la dualité qu'il y a entre les grandes puissances, la Russie, la Chine et les États-Unis et l'Europe. Que pensez-vous de cela? Absolument, c'est juste. Nous sommes, comme je l'ai dit, il y a le retour en force de la guerre froide entre l'axe, si on peut parler de l'axe sino-russe, et l'Occident, l'OTAN. C'est un retour en force, donc c'est une occasion en or. Ça nous rappelle aussi les discours des années 60, 70 du XXe siècle, quand Nasser, Nasser le chef de l'Égypte, et Boumedienne, et Nehru de l'Inde, et Mao Tse-tung, des États du tiers-monde qui luttent contre la domination et qui cherchent l'émancipation et qui cherchent un monde plus juste. Donc, c'est une occasion en or, la guerre froide. C'est pour cette raison que je dis, nous ne devons pas avoir peur de la guerre froide. Au contraire, c'est l'équilibre de la terreur. Donc, on a deux grands blocs et le tiers-monde. Le tiers-monde, c'est une expression ou un concept des années 60, ça ne veut pas dire des pays pauvres, hein, les tiers-monde, ça veut dire les pays qui ne sont pas, les États qui ne sont pas ni de bloc de l'Est à l'époque, l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, ou de bloc occidental, dirigé par les États-Unis d'Amérique. Donc aujourd'hui, moi quand j'ai regardé le discours du président algérien Hamid Tebboune, ça me rappelle aussi le discours de Hawari Boumedienne pendant les années 60-70, vers un monde juste, vers un nouvel équilibre, vers la fin de la domination, parce que certes, plusieurs pays sont libérés physiquement de la colonisation, mais via les multinationales, via ces sociétés affreuses qui absorbent les richesses et qui exploitent les richesses des pays africains, le monde est injuste, est totalement injuste, donc c'est une occasion en or pour l'Afrique, pour les pays du tiers-monde, de lever leur voix aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu, à mon avis, dans la 78e session de l'ONU. Et je rappelle que plusieurs dirigeants se sont aussi ont exprimé leur avis et ont exprimé leur désaccord avec l'ensemble des interventions étrangères, appelant à ne plus avoir recours à ce genre de pratiques. Je parle des dirigeants du Sud, bien évidemment. Monsieur Fayed, brièvement, j'aimerais avoir votre avis. Quel a été finalement l'enjeu de cette 78e session? Brièvement, parce qu'on commence à arriver à partie du temps. Moi, je pense que
ce qui s'est produit essentiellement, c'est les pays du Sud qui ont essayé de se faire entendre à nouveau. Dans la lancée en fait des dernières conférences, comme par exemple celle des BRICS, celle du G20, aujourd'hui, ces pays qui ne pesaient pas, qui n'étaient pas entendus, cherchent à se faire entendre. Et donc il y a eu ça à mon avis. Et puis l'autre chose, on l'a dit, c'est un secrétaire général qui a fait peut-être un bon discours, mais qui dans les actes en fait montre une incapacité claire, je veux dire, par rapport à ses prédécesseurs à faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en fait, par exemple, on parlait de la guerre en Ukraine tout à l'heure. Alors, on a vu un Occident qui était prêt à décrire la Russie comme l'agresseur et l'Ukraine comme l'agressé. Mais par exemple, dans le conflit qui se joue aujourd'hui en Azerbaïdjan et en Ukraine, en Azerbaïdjan et en Arménie, ils sont pas prêts à dire que l'Azerbaïdjan est l'agresseur et l'Arménie est l'agressé. Et tout ça parce que l'Europe a besoin du gaz azéri. Donc il y a énormément d'hypocrisie en Occident, et aujourd'hui les pays du Sud ne veulent plus de cette hypocrisie et cherchent à faire changer les choses. Malheureusement, comme Gamal Abina l'a dit, il y a le problème sécuritaire qui pèse en Afrique avec le retour de toutes ces guerres, de tous ces coups d'État. Ça c'est vraiment dommage parce que l'Afrique était sur un bon élan. Il faut espérer que cette page tourne pour qu'on puisse vraiment travailler pour le développement de l'Afrique. Très bien. Gamal Abina, très brièvement, je vous pose la même question. À votre avis, quel a été l'enjeu principal finalement de cette 78e session ? Je pense que l'enjeu principal, on l'a vu avec le discours de Tebboune et puis d'autres d'ailleurs, c'est l'enjeu du nouvel ordre, pas mondial, parce qu'il n'existera jamais. Cet ordre qu'on a voulu sous Wilson au début du siècle dernier était une chimère. Mais un nouvel ordre économique mondial. C'est-à-dire que la question économique, le blé russe, ukrainien, la question de la répartition des richesses, la question des terres rares, la question de la pollution, tout ça c'est lié à l'économie. Donc c'est ce nouvel ordre économique mondial qui est certainement au centre des débats et qui va être de plus en plus au centre des débats avec le réchauffement climatique. Donc je pense que la question économique est la principale question qui a été abordée et c'est la question qui est abordée avec le plus d'acuité. Et puis pour conclure, en petite pichenette pour le plaisir, évidemment qu'ils ne parleront pas du Haut-Karabakh et de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, puisqu'il se trouve que les Russes sont du côté, pour le coup, occidental, du côté arménien. Donc ça les dérange, parce qu'ils finalement, ils sont du bon côté, on ne va pas en parler, ça ne nous arrange pas. Dans un cas, ils sont intéressants en Arménie, ils sont moins en Ukraine. Monsieur Sidaoui, vous avez 40 secondes pour répondre à la même question. Oui, vers un nouvel ordre économique mondial. Moi, comme je vous ai dit, je suis très heureux d'avoir cette guerre froide de retour parce que vraiment, les pays du tiers-monde peuvent manœuvrer, ils ont des marges de manœuvre beaucoup plus importantes qu'un monde dominé par une seule puissance qui sont les États-Unis d'Amérique. On a perdu plusieurs pays arabes, envahi l'Irak, la cassure de l'État libyen, d'autres pays africains aussi. C'est une occasion en or pour l'Afrique, pour les États africains et les pays du tiers-monde, afin de l'utiliser et de ne la pas rater comme on a raté l'occasion en or des années 60. Très bien, c'est tout ce qu'on souhaite pour le Sud et l'Afrique. Messieurs, Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci Riyad Sidaoui de m'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe des études politiques et sociales de Genève. Merci. Merci également à Monsieur Michel Fayad, il est analyste politique et financier. Merci Michel de nous avoir accompagnés. Merci. Également merci à Gamal Abina de nous avoir accompagnés. Merci Gamal. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci, à très bientôt. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce cap sur l'Afrique. Excellente soirée à tous sur Al24 News.